Bienvenue dans You Speak Up, votre émission conçue par les jeunes et pour les jeunes parce que les jeunes représentent l'avenir. La friperie, ce mot vous est bien évidemment familier car tout le monde en porte et même que certaines personnes s'habillent exclusivement de friperie. Notre invité du jour a bâti son empire dans ce secteur et cela mérite toute notre attention. Donc installez-vous bien car on démarre maintenant. Bonsoir. En créant son entreprise, Lionel Bationo entend permettre à tout le monde de bien s'habiller à petit prix. Alors, comme marque de fabrique, il opte pour la friperie de premier choix, une formule qui marche et positionne très vite son empire de la friperie, dénommé Ma Fripe Chic. Lionel Bationo, celui qui casse les côtes, est avec nous dans ce numéro de You Speak Up. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans transition, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le secteur de la friperie? Bon, ce qui m'a motivé à me lancer dans le secteur de la friperie, c'est l'opportunité d'affaires déjà. D'accord. Mais un constat que j'avais fait aussi, c'est que les femmes avaient des difficultés à s'habiller moins cher. Donc, en partant de ce constat-là, je me suis dit que la friperie était une opportunité déjà pour moi et aussi pour les femmes. Voilà, de pouvoir s'habiller moins cher. D'accord. À l'époque, quand vous commenciez, est-ce que vous étiez en recherche d'une opportunité d'affaires ou est-ce que vous étiez étudiant? C'est quoi l'histoire derrière? À l'époque, quand je commençais, j'étais déjà à la recherche d'une opportunité d'affaires parce que j'étais étudiant. Mais l'opportunité d'affaires, c'était pour moi l'opportunité aussi d'avoir un side business en plus de l'école. Voilà, et c'est la friperie qui a été plus, voilà, qui a été plus porteur pour moi. Ok, d'accord. Et comment cela s'est fait? Comment est-ce que tu commences? C'était comment l'ambiance et tout, les circonstances? Au départ, j'étais déjà étudiant. D'accord. Et bon, moi, j'avais pas la même chance que les autres d'avoir un argent de poche constant, tout ça. Donc, pour moi, il fallait en fait arriver à créer quelque chose à côté pour avoir de l'argent pour mes petits besoins. Donc, c'est de là, en fait, que une amie me parle de l'opportunité. Parce que je faisais du trading. D'accord. Bon, c'était un peu mal vu par la société à un moment. C'est vrai. Donc, elle me parle du business que j'étais réticent au début parce que je n'ai jamais exercé dans le monde du textile et du commerce. D'accord. Et là, je me dis, bon, même si je n'arrive pas à lancer le truc, elle peut gérer. Ok. C'est de là que l'idée de départ était. D'accord. Mais en lui confiant, en mettant mon argent sur le deal, à un certain moment, je sentais que son niveau d'implication n'était pas aussi au top. Parce que moi, j'avais de l'argent dans le coup. Donc, je me disais, quitte à ce que je me mette à vendre des vêtements, il faut que moi, ça me rapporte de l'argent. C'est ça. Mais je me rends compte que, comme elle n'était pas trop impliquée, j'ai récupéré les vêtements. Bon, j'ai aménagé chez moi, à la maison. D'accord, ok. J'ai utilisé Instagram. J'ai dit, bon, on y va, on lance. On va voir ce que ça donne. Moi, mon objectif, c'est d'écouler cette vague-là. Et bon, moi, je récupère mon cash, quoi. Ok. Et c'est de là, en moins de 5 jours, moi, j'arrive à écouler tout le stock. Voilà. Et donc, quand j'arrive à écouler tout le stock, je m'assois et je me dis, bon, je suis dans une incertitude à dire que je fais du trading et tout ça. D'accord. Ce truc que j'écoute en 5 jours là, déjà, m'approvisionner, c'était pas aussi élevé. D'accord. Je me dis, bon, les risques même que je prends avec le trading, là, c'est démesuré. Là, c'est un truc qu'on peut toucher, c'est palpable. Je peux saisir l'opportunité de développer ça. Donc, je me suis mis à faire des recherches, à me former moi-même d'abord, c'est-à-dire en communication, en marketing digital. D'accord. À savoir, à me fixer des objectifs et à regarder la tendance du marché. D'accord. Et c'est de là que je lance ma deuxième commande. Je lance ma deuxième commande et c'est chez moi, dans ma chambre, que j'aménage. Parce que certains clients m'appellent, ils me demandent, allô, la boutique, elle est où? Je dis, la boutique, d'accord, venez.
je fais sortir mon lit de ma chambre. J'aménage, je récupère le divan, le fauteuil qu'il y a au salon, je le mets dans la chambre. Je couvre certains côtés, je mets de la musique. Quand elle vient, c'est une cour familiale. Elle se demande, mais la boutique, elle est où? Je dis, non, là c'est ici la boutique. Il n'y a pas de salle d'essayage, donc bon, les vêtements, j'avais accroché ça sur un fer. Quand elle rentre, je dis, bon, je te laisse, tu essaies. Quand tu finis, tape, moi je serai à l'extérieur. Qu'il n'y a pas de salle d'essayage, c'est pas professionnel de rester dans la même pièce. Donc quand elle finit, je me remballe, je lui demande ses suggestions. Et surtout côté prix, comment elle trouve. Elle me dit, ah c'est abordable, je vais revenir. Et là moi je commence à établir mon carnet d'adresse. Je prends leur numéro au fur et à mesure. Et voilà, c'est de là que ça commence à bouger. D'accord. Tu as dit que tu étais encore étudiant quand tu as commencé et tu as dû te former en marketing digital pour pouvoir écouler tes produits. Qu'est-ce que tu as étudié à l'université? J'étais en banque finance au départ. D'accord. Mais l'année qui a suivi, j'ai carrément changé de filière. Je suis allé en gestion de projet. Ah, d'accord. Donc à la base, c'était même pas dans le cadre de la vente et tout. Finalement, c'est par concours de circonstances que tu commences à faire de la vente de friperie. Après, comment ça grandit? Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté la maison pour trouver un local et t'installer? Parce que quand on arrive dans ton cadre, tu es arrivé, c'est vraiment beau et tout. À quel moment tu décides de changer? Est-ce parce que les clients se sont plaints, par exemple, parce que c'est un cours familial ou tu avais un besoin d'agrandir en fait ton business? Déjà, l'ambition que j'avais. Au départ, c'est vrai que c'était pas trop mon deal. Mais je me suis assis et puis j'ai essayé de me fixer des objectifs. Deuxième arrivage, j'ai vendu. Troisième arrivage, j'ai vendu. Le quatrième arrivage, je me suis dit, bon, écoute, je vais aller là où je m'approvisionne et puis comprendre là-dessus. Donc je bouge pour... La première fois, c'était carrément sur Accra. Je ne connais pas le pays, je ne comprends pas vraiment. La langue, c'est encore... C'est pas une barrière, ça. Oui. Mais je vais à l'aventure. Là, mon père me demande, attends, tu es sérieux, c'est ce que tu fais? Je dis oui, c'est ce que je fais. Il me dit, ah, bon. Nous tous on sait que c'est pour 2 jours. Genre, en quelque sorte, il me dit ça. Je dis, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Les économies que j'avais pu effectuer, que j'avais pu faire avec les différentes banques là, j'ai utilisé ce budget-là. Je suis allé en voyage. À mon retour, j'ai aménagé maintenant. Carrément, là, il y a une seconde pièce en fait que bon, j'avais l'opportunité de faire peut-être chambre, salon, un truc comme ça. J'ai aménagé là-bas, j'ai fait la boutique. D'accord. Et j'ai dit aux gens, il y a arrivage vendredi. Là même, je suis toujours sur la route, mais j'ai dit aux gens, je me filme sur le tricycle, j'essaie de vraiment de les faire voir comment je bouge. Donc j'arrive jeudi dans la nuit, et j'hésite entre déballer mes effets dans mon nouveau, dans le coin que j'ai aménagé, vraiment, juste un ventilo, le fer, des petites décorations. Et quelque chose me dit, bon, patiente le matin, comme tu l'as dit, midi, 11h, tu te lèves tôt, tu ranges. Le lendemain matin, on dit 8h, il y a des gens qui sont devant chez moi. On me réveille, on me dit, on te cherche. Je dis, bon, je sais quoi, Je sens, on me dit, bon, l'arrivage c'est pour 11h, non, on va patienter. Donc là, je m'active, j'essaie de ranger. Et là, les appels viennent. Je me trouve avec près de 70 personnes, 50, 60, autour de 70 personnes chez moi qui veulent des vêtements. Donc, je range comme je peux, je classe les pantalons comme je peux vite faire. Ce jour-là, j'ai fait ma plus grosse vente. C'était ma première plus grosse vente. Jusqu'à 19h, il y a des gens qui m'appelaient, on veut passer parce que je postais les motos qu'il y a chez moi, les gens qui sont... C'est dit, les gens, il n'y avait qu'une seule salle d'essayage, mais les gens ne s'en foutaient pas mal. Ils veulent des vêtements parce que c'est le bon prix. Après cette vente-là, je m'assois et puis je me dis, bon, on est dans une cour familiale. Est-ce que c'est bien vu? D'accord. Il y a d'autres questions que je me pose. Et ces questions-là me reviennent en tête et je dis, bon, on va prendre le risque de sortir. Mais là, tu vas supporter certaines charges, il y a le loyer. Il y a de petites charges autour. Est-ce que tu es prêt pour ça? Là encore, il y a le doute.
Mais je me dis, je ne perds rien à essayer. C'est ça. Parce qu'il y a une demande qui est là et c'est une opportunité à saisir. Donc, de là, en fait, me vient l'idée de sortir. Mais je ne suis pas sorti automatiquement parce que c'était en novembre ma première grande vente où j'ai quand même vraiment bougé côté chiffre. Chiffre d'affaires, oui. Donc, en décembre, je rejoue. J'essaie de rester dans la tendance et je vois que la demande augmente. Mes clients, beaucoup écrivent. Mon carnet d'adresses s'élargit. D'autres se plaignent. À un moment, tellement j'étais débordé, les gens se plaignent de mon délai de réponse de message, tout ça. Ok. Je dis, bon, là, il faut que je structure. C'est ça. On est une étape clé, il faut structurer. Ce n'est plus un business où c'est de l'à peu près. Voilà. Voilà, donc c'est de là que je quitte la maison et je me lance dans cette aventure hors de la maison. D'accord. Ok, tout à l'heure tu as évoqué le fait que ton père te disait que on sait que c'est pour 2 jours. Pour toi, est-ce que c'est nécessaire le soutien de la famille quand on commence une affaire? Pour moi, ça peut être un levier. Mais en fait, il ne faut pas attendre. D'accord. C'est toi d'abord, tu crois d'abord en toi. Arriver à tes objectifs que tu t'es fixés là, c'est une preuve pour eux que ils doivent t'accompagner. Mais ne pas attendre en fait qu'on croit en toi dès la première ou dès le premier pas. C'est pas évident. Parce qu'on n'a pas cette culture de l'entreprise ici. Tout le monde se dit, bon, on est dans un cycle qui est là. Tu vas à l'école, après tu déposes un stage, tu espères peut-être avec tes différentes capacités de te démarquer de tout ce qu'il y a et trouver un emploi. Et donc, quand tu as des parents qui sont avancés en âge, ils se disent que c'est ce chemin-là qui est le meilleur chemin. Oui. Et quand toi, tu te mets à prendre des risques que eux, à l'époque, ils ont peut-être eu peur de prendre. C'est-à-dire, ils étaient dans le salariat, ils ont peut-être eu des opportunités d'affaires, mais ils se sont dit, bon, écoute, je prends la voie de la sécurité. Quand tu commences à embrasser ça, on se dit, bon, est-ce que Et là, ça ne doit pas te ralentir, mais ça doit te booster. Donc, ne surtout pas attendre qu'un accompagnement quelconque. Ça peut être un levier du point de vue psychologique, mais c'est comme je l'ai dit, notre culture ici, là, on te dira bonne chance, et après on te dira on verra à la fin ce que ça va donner. Et c'est toi tes preuves là qui vont montrer ce que ça donne à la fin. On peut croire en toi, tu vas échouer, mais ta persévérance va montrer que tu as fait un bon choix. D'accord. Comme aussi on peut ne pas croire en toi, et tu vas faire des preuves qui vont montrer aux gens que, bon, on n'a pas cru en lui, mais voilà. C'est un peu ça. D'accord. Depuis tout à l'heure, on parle de friperie. C'est peut-être un mot commun que tout le monde connaît, mais dis-nous, c'est quoi la friperie en fait? La friperie, c'est simple. On est déjà dans un cadre de la mondialisation, c'est-à-dire plein d'entreprises qui sont dans les pays vraiment développés produisent vraiment beaucoup. D'accord. Produisent beaucoup. Et chaque année, ils ont un cycle d'écoulement qui est là. Et là-bas, il y a des saisons. Donc, quand on passe d'une saison à une autre saison, pour eux, stocker beaucoup de marchandises, là, ça ne les arrange pas parce que c'est eux qui créent la mode, c'est eux qui créent la tendance. Oui. Donc, pour eux, déclasser certains produits et les mettre en fin de série, c'est une option pour eux de continuer à faire grimper leur vente. Ok. Donc, la friperie, il y a plusieurs cadrans. D'accord. Et ce cadran-là, c'est des fins de série. Raison pour laquelle vous le trouvez souvent avec des vêtements en friperie, avec des étiquettes, qui se retrouvent dans la tendance de vêtements qu'il y a là-bas. Parce que leurs stocks sont élevés. Il y a un deuxième cadran qui est là. Et ce cadran-là, c'est le ramassage que certains font là-bas. Ils ont la culture du recyclage là-bas. Ils ne jettent pas un vêtement. Ils préfèrent donner un vêtement. Il y a des structures là-bas quand je dis là-bas dans les pays occidentaux, qui recyclent ces vêtements-là et qui les font rentrer ici. Et là encore, c'est de la friperie. Et arriver par exemple dans les différents pays où il y a des ports,
suppose que c'est Lomé ou Accra, un tri se fait. D'accord. Et là encore, on se retrouve avec la crème de la crème, et du deuxième choix, et encore du troisième choix. Ok. C'est là en fait que on parle de friperie. En réalité, on dit second hand, c'est les vêtements le deuxième main, mais les blancs ils parlent de vintage. C'est-à-dire c'est pas, c'est réutilisable. Voilà. Ok. Donc, on dira que depuis toujours, hein, la friperie, c'est toujours ce que les personnes de la classe moyenne préfèrent parce que c'est moins coûteux et tout. Mais on est dans une tendance aujourd'hui où tout le monde maintenant porte de la friperie. Ça prend beaucoup plus de l'ampleur. Toi qui es dans le domaine, dis-nous, qu'est-ce qui explique cela en fait? Du point de vue économique déjà, je pense qu'il y a une certaine ceinture qui se serre. D'accord. Parce que le riche aujourd'hui, là, ou la personne nantie, elle cherche à économiser. Oui. Le pauvre, là, la personne qui est moyenne, là, elle essaie au maximum de réduire ses dépenses. Oui. Et la friperie, là, c'est ce qui comble tout ça. Parce que s'habiller aujourd'hui, là, je ne vais pas... C'est pas évident. Oui. Si c'est de l'importation directe, que ça vient d'un pays où ça vient carrément neuf, tu vas te retrouver à payer un vêtement, un ensemble, une robe à 25 000. Je pense que c'est pas permis à tout le monde. C'est vrai. Et quand on regarde notre situation sécuritaire, là, ça joue en fait sur l'économie. Donc, tout le monde joue la carte de la sécurité du point de vue finance. Oui. Donc, c'est une opportunité d'économiser pour tout le monde. C'est une opportunité de s'habiller bien, moins cher. Vous allez voir qu'aujourd'hui, je ne suis plus le seul dans ce domaine-là. Parce que c'est un domaine qui est porteur. Oui. Mais il faut rentrer avec un plan. Il ne suffit pas de vendre des vêtements. Il ne suffit pas d'aménager un store de vêtements. Oui. Il faut avoir une vision derrière ça. D'accord. Et cette vision-là qui vous amène à vous démarquer. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est que la crème, tu ne sais pas ce que c'est du second hand, tu ne sais pas ce que c'est que des fins de série, c'est dangereux même pour tes clients. Oui, je vois. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Et c'est quoi ta vision à toi? Parce que tu as dit qu'il faut avoir une vision pour commencer une activité dans ce domaine-là. C'est quoi, toi, ta vision? Ma vision, là, c'est de permettre à toutes les couches de la société là, de s'habiller moins cher. D'accord. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est en train de devenir un luxe. Oui, c'est vrai. De s'habiller en friperie. Pourquoi cela, en fait? Parce que c'est l'appât. On est dans... Les gens sont à la... Bon, je ne dirais pas les gens. Il y a un appât du gain qui est... C'est dangereux, en fait. Parce que on peut se faire du bénéfice. Oui. Tout en apportant un plus à la société. Ok. Mais penser au bénéfice uniquement, là. Je trouve que c'est pas ce que nous on recherche en fait. D'accord. C'est pas ce que nous on recherche. Parce que dans 10 ans, on veut impacter cette génération-là, qui se souviennent ou ils reviennent encore dans cette structure-là parce que c'est le bon plan. Ok. Pas qu'au fil des années, on se retrouve à monter les chiffres, que ça passe de 2000 à 2500. Il y a souvent des couacs du point de vue importation, c'est vrai, mais on peut toujours réduire et chercher le petit bénéfice là pour avoir un impact sur la société. Et c'est ce que nous on recherche. D'accord. On remarque que souvent, les gens ont du mal à accepter ou à assumer le fait qu'ils portent des vêtements de friperie. En tout cas, moi, je n'ai pas honte de l'assumer. Je suis habillée avec de la friperie qui vient de ma fripe chic. Donc, c'est vous qui m'habillez, c'est toi qui m'habille. Si vous voulez des habits, en tout cas, je vous conseille d'aller vers ma fripe chic parce que c'est la qualité. On ne saura pas que c'est de la friperie, mais vraiment, c'est assez beau. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que les gens n'assument pas? Certaines personnes n'assument pas le fait de porter des vêtements de friperie. C'est très simple. Avant, les gens importaient de la friperie vers le Burkina. Oui. Et ils faisaient du ramassage. Ok. C'est comme je le disais. Donc, c'est forcément du second hand. Ok. Donc, on retrouve à tous les carrefours des vêtements friperie déposés à gauche et à droite.
Et lorsque tu te diriges vers là, sur 100 pièces que tu fouilles, tu retrouves une pièce qui te plaît. Ok. Et tout le monde a... Cette culture-là a mis tout le monde en fait en réserve. Parce qu'on se demande à la fin, quand tout le monde dépose des vêtements à gauche à droite, est-ce que ce n'est pas des vêtements de cadavres? Il y a tellement de mythes en fait. Est-ce que ce n'est pas des vêtements de... Bon, souvent les gens pensent que c'est quand quelqu'un meurt, il a beaucoup de vêtements. On fait un don, une association qui ramène au Burkina. Je vois. Donc, les gens ont bien peur. Ah, si tu portes un vêtement aujourd'hui, que c'est le vêtement d'un cadavre, peut-être qu'il est décédé d'une maladie de la peau. C'est on ça. ne sait pas. Oui. Donc, ça crée ce doute-là. Donc, les gens aiment bien venir payer. Et même quand tu veux le prendre en photo pour faire la communication, la promo de ta boutique, tu te retrouves en fait à dire, bon, mets un sticker sur mon visage, mais bien coupe mon visage, un truc comme ça. Parce que les gens n'assument pas. Mais ça, je dirais que c'est la génération qui est peut-être au-dessus de nous. Parce que cette génération qui est là, les gens cherchent les bons plans. C'est ça. Les gens cherchent à économiser. Et si tu vas prendre un billet de 10 000 là, et que tu peux t'habiller, il va rester 3 000 pour que tu manges, que tu mettes ton essence, tu vas le faire. Oui, c'est ça. Ok, en tout cas, je le redis encore, moi, j'assume complètement. Depuis un certain moment, je suis habillée par ma fripe chic, exclusivement de la friperie. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu penses de la friperie, du secteur de la friperie au Burkina? Est-ce que vous avez un cas d'échange, par exemple, entre vendeurs et autres? Pour le moment, c'est un secteur qui est assez... Moi, je vais prendre ça comme un secteur embryonnaire. D'accord. Ça veut dire, c'est maintenant, en fait, que ça bouge de partout. Ok. Et il faut arriver à prendre la responsabilité de se dire, bon, je serai un leader. Oui. Je vais permettre à tous ceux qui sont dans ce domaine-là d'avoir des opportunités. Oui, je vois. Et prendre cette responsabilité-là, c'est arriver à créer un cadre d'échange où on est tous assis autour d'une table. On ne parle pas de bénéfices. Non, on parle de l'impact qu'on aura en fait sur la société. Okay. Et cet impact-là, il faudrait qu'on arrive à avoir peut-être plus, un regard plus du point de vue des banques et tout ça. Il faut qu'on arrive à avoir peut-être des levées de fonds pour ceux qui seront qui feront partie du cadre d'échange et tout ça. Parce que plus en fait ils auront de la liquidité, plus en fait je me dis ils pourront plus cadrer leur prix. Parce que c'est pas évident que les opportunités que j'ai aujourd'hui, les partenariats que j'ai aujourd'hui, peut-être avec des entrepôts, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes opportunités que moi. C'est vrai. Mais ça peut être des opportunités qu'on peut tous saisir. Oui. Parce qu'on n'est pas sur un plan de compétition. Non. On est sur un plan où chacun doit tirer son épingle du jeu. Oui. Donc, je veux prendre le risque aujourd'hui d'être un leader dans ce domaine-là. C'est pas évident que tout le monde va emboîter le pas. D'autres vont se dire que peut-être je vais attirer l'attention sur moi pour encore plus me créer des opportunités. Mais ces opportunités que j'aurai là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour moi. Okay. Ce n'est pas pour ma flip chic, mais c'est pour le domaine de la friperie. Okay. Voilà. D'accord. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, tu parles tu dis en fait qu'il y a de la place pour tout le monde et que tu es prête à assumer le fait de pouvoir trouver des opportunités pour la friperie. Mais est-ce que tu es prête, toi, à remettre, par exemple, ou bien à mettre en contact un collègue, on va dire comme ça, avec un des partenaires, ou bien qui a un entrepôt quelque part à l'extérieur, pour qu'il puisse aussi se lancer dans la même vision que toi et proposer des produits à moindre coût? Déjà, je veux clarifier certaines choses. Aujourd'hui, pour avoir des partenariats avec des entrepôts, ça demande des dépôts. Okay. Ces dépôts-là, c'est des fonds que vous déposez pour en fait garantir votre crédibilité. Okay. Et pour tous ceux qui sont dans ce domaine-là, c'est pas tout le monde qui a la liquidité pour avoir ces opportunités-là. Okay. Donc aujourd'hui que moi je rentre en fait dans ces entrepôts, que j'ai ces opportunités-là, c'est toujours un plan, c'est toujours un business pour moi. Okay. Mais il sera
avantageux pour eux de passer par moi. Ah, d'accord. Parce que je suis déjà là-bas. Et vu que je suis déjà là-bas, ils auront pratiquement le même prix d'importation sur Accra, Oui. ils l'auront sur place à Ouaga. Ok. Ils ne vont pas supporter de frais d'expédition. Et là, en fait, c'est un bénéfice pour eux. Pour eux, ok. Donc, c'est comme je le dis, c'est le mettre en contact, c'est l'exposer. Ok. C'est l'exposer parce que la personne avec qui je vais la mettre en contact, aujourd'hui, c'est une opportunité à faire. Ah, Va aller à d'accord. fond. Oui, c'est ça, c'est vrai. Moi, j'ai pris des engagements, j'ai pris des risques. Ces risques-là, je ne veux pas partager ces risques-là, mais partager les opportunités que ça crée. Ok. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis grossiste. Ok, d'accord. Alors, on a compris que la force de Mafrip Chic, c'est vraiment ses coûts accessibles. Déjà, ça m'amène à me demander comment vous faites pour rentabiliser à de si petits prix. Comment on fait pour rentabiliser? On rentabilise sur le flux de personnes. Voilà, on rentabilise sur le flux de personnes parce que pour nous, un client qui paye et qui revient constamment, c'est un plus. Ok. Voilà, il revient parce que le prix il est attractif et il a de la qualité. C'est-à-dire, quitte à ce qu'on se fasse un bénéfice de 1000 francs, 500 sur un article, le flux nous arrange. Ok. Voilà, donc c'est vrai que élever les prix, ça peut filtrer, ça peut nous apporter de plus gros clients. Mais nous, notre but là, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir venir avec le peu qu'il a et de s'habiller. Ok, d'accord. Donc, Ok. Et on arrive à rentabiliser sur le flux. Comme ça. Ok, d'accord. À combien on peut estimer votre chiffre d'affaires mensuel ou annuel, si c'est pas... Même juste une estimation, voilà. Bon, je vais être honnête sur ce point-là. Ok. Et je vais vous donner le chiffre d'affaires de l'année dernière, vu qu'on est en cours d'année. Ok, d'accord. L'année passée, on était à 16 millions. Waouh. On était à 16 millions de chiffre d'affaires. Avec les différentes charges et tout ça. Parce qu'on est dans un objectif où on réinvestit tout. Voilà, on réinvestit tout. Donc, c'est pas comme si on a constamment de la liquidité. Mais l'argent qui rentre est réaffecté soit au développement de ma flipchip, soit au développement de moi-même, mes aptitudes, pour être plus au top. Et la plupart du temps, j'offre aussi des formations à mes partenaires. Partenaires, c'est-à-dire, moi je n'irai pas dans le cadre de dire mes employés, mais mes partenaires. Parce que employer quelqu'un qui a par exemple un niveau de PPC et lui confier des tâches, sur le temps, elle arrive à s'adapter, oui, il arrive à s'adapter. Mais lui permettre d'avoir certaines aptitudes-là, c'est un plus. Voilà, c'est un peu ça. J'allais demander, depuis quand est-ce que vous avez commencé? Ça fait combien d'années maintenant que vous avez lancé Mafrip Chic? Et physiquement, c'est-à-dire du point de vue des boutiques. Des boutiques, oui. C'est avril 2021. D'accord. Et vous avez dit que tout ce que vous gagnez actuellement, vous réinvestissez tout pour développer vos compétences et puis développer Mafrip Chic. Vous supposez, vous estimez sur combien de temps commencer à rentabiliser concrètement? Minimum, c'est la 5e année. Ok. C'est à partir de la 5e année. D'accord. Moi, je vais peut-être... Je ne peux pas prendre le risque d'épargner aujourd'hui, de déposer de l'argent. Non. Cet argent peut servir à peut-être apporter un plus. Avant, par exemple, je n'avais pas un logiciel de gestion de caisse. C'est des coûts. Oui. Avant, par exemple, la clim était un luxe. Maintenant, c'est allumé constamment parce que quand le client rentre, il doit être à l'aise. Avant, je n'avais pas de bureau, par exemple, où je pouvais m'asseoir et puis essayer de réfléchir, essayer d'avoir des réunions. Aujourd'hui, on a agrandi. On est parti d'une petite boutique à un grand showroom où on peut recevoir plein de personnes. Et on travaille constamment à ajouter un plus. Parce que si on va s'amuser à épargner de l'argent, je vais penser à un moment que j'ai réussi. Non. C'est vrai. On a encore des objectifs. On a des plans qui sont là pour le futur. Et on avance peu à peu vers ça. Avec les petites actions qu'on ajoute tous les jours. Avec le peu qu'on gagne tous les jours. Alors, sur cet objectif de 5 ans que tu t'es fixé, est-ce que tu penses que tu es sur la bonne voie? Est-ce que ça va vers bon train, en fait?
je suis sur la bonne voie. C'est vrai qu'il y a des moments de doute. Il y a des moments où on se demande si on ne va pas relâcher un peu. Mais en fait, c'est de mauvaises questions. Parce que 5 ans, c'est proche, mais il y a 10 ans encore. Donc, on est dans un cycle constant d'objectifs. Donc, on est sur le bon chemin. Et avec l'abnégation et la foi, là, je ne pense pas qu'on va se perdre. Ok. D'accord, tu as parlé de cela tout à l'heure. Tu as dit qu'il y en a qui craignent de porter de la friperie parce qu'ils se disent que c'est peut-être des habits d'un cadavre qui avait peut-être des problèmes de peau et tout. Qu'est-ce que tu réponds à cela en fait? À ces idées conçues là par rapport à la friperie? À ces idées conçues là, moi j'essaie au maximum de rassurer mon audience, de les faire souvent vivre les voyages que je fais, comment je m'approvisionne, pour au maximum rassurer. Et souvent, je publie certains articles. Je dis, bon, la friperie, voilà. C'est une façon pour moi de démystifier tout ça. Ok. Et donc, un peu, on va y arriver. On arrive quand même à faire comprendre au maximum de personnes. La petite tranche de personnes qui reste là, on va encore travailler sur ça. D'accord. Ok. Tu entreprends depuis un bon bout de temps déjà. Dites-nous, quelles sont les leçons que tu as pu apprendre pendant ton parcours? Les leçons que j'ai pu apprendre pendant mon parcours là, c'est que on a toujours besoin d'une équipe. On ne peut pas faire tout seul. Je vais vous dire ça assez ouvertement. D'accord. Il y a eu un moment où j'ai fait un burn-out. C'est-à-dire, tellement j'étais surchargé. Parce que les objectifs, ils étaient là. Oui. Mais je me disais que moi seul, je pouvais y arriver. Qu'il fallait être entouré. Entourer des gens qui partagent la même vision. C'est ça. Des gens qui croient à ce que ma friperie va devenir. Parce que souvent, quand je discute avec eux, je leur dis, ce qu'on est arrivé à faire là, ce n'est rien. Par rapport à ce qu'on veut faire demain. Ouais. Donc, il faut être entouré, avoir une équipe solide. Des gens qui sont prêts pour toi. Et surtout avoir de la foi. Même quand les chiffres sont mauvais. Un seul bon plan peut changer ces chiffres-là. Donc, il ne faut pas s'arrêter. D'accord. C'est un peu ces leçons-là que j'ai. D'accord. Nous tirons vers la fin de notre échange. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule, ou peut-être même les deux, par rapport à quelque chose qui a trait avec ton domaine Bon, je vais dire que j'ai un coup de gueule. D'accord. Parce que je reviens sur les prix. Je dirais qu'on n'a pas les mêmes opportunités du point de vue approvisionnement. On n'a pas les mêmes opportunités du point de vue peut-être location de local et tout ça. Mais pour moi, aujourd'hui, la friperie est en train de devenir un luxe. Et c'est dangereux. Parce qu'on doit permettre aux Burkinabés là d'avoir accès à de la friperie pour s'habiller tout le temps moins cher. Parce que si ça devient un luxe là, je me demande où et comment on va faire. Et moi, ça me fatigue parce que je me dis qu'en arrivant à créer un cadre d'échange là, peut-être qu'on va trouver des solutions à ça. Parce que j'ai des opportunités aujourd'hui. Mais on est sur un thème où les gens vont sur le plan de concurrence. Oui. Or que chez moi, mon bureau, la porte est ouverte. J'ai des opportunités que je peux partager. Mais est-ce que c'est évident pour moi d'aller taper chez quelqu'un pour lui dire j'ai telle opportunité pour toi? C'est un peu ça. Okay. Il faudrait que les personnes viennent vers vous pour que vous puissiez partager ça avec eux. Parce que je me dis en venant vers moi, c'est déjà un pas. Parce que quand moi je vais aller vers eux, c'est pas que je me rabaisse, mais on n'a pas tous la même culture. Les gens vont toujours se dire que dans cette opportunité que tu lui donnes là, peut-être que tu te fais du 300% de bénéfice. C'est ça. Or qu'on peut s'asseoir et puis discuter.
Peut-être que tu as la boutique sur le goudron de l'autre côté. Moi, je suis la boutique là-bas. On est des vendeurs, c'est tout. C'est ça. Alors, Ma Fripe Chic fait dans la friperie de premier choix. C'est quoi la friperie de premier choix? La friperie de premier choix, c'est des vêtements des fins de série en fait. D'accord. Voilà, c'est des vêtements qui sont encore tendance et qui ont souvent des étiquettes qui n'ont jamais été portées. C'est ça la friperie de premier choix. Ok, en quelque sorte des invendus en fait. Exactement. Ok, d'accord. Souvent, vous organisez des sold out. Vous permettez aux gens de venir acheter des habits. Bon, des stocks qui sont là depuis à moindre prix. Comment vous faites? Et comment vous faites pour rentabiliser avec ça même? Bon, déjà, c'est une opportunité pour nous de faire un truc festif. Ok. Voilà. Et ramener tout à 1000 francs ce jour-là, c'est permettre à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de payer des vêtements à Ma Fripe Chic, de venir payer des vêtements. D'accord. Et de connaître Ma Fripe Chic encore. Ok, d'accord. Voilà. Et comment ça se passe? Bon, c'est toute une organisation. Parce qu'on n'a pas moins de 100, 120 personnes qui peuvent passer ce jour-là. Et il y a des tickets d'accès qui sont encore à 1000 francs. Et ça nous permet en fait de filtrer, de savoir on a eu combien de participants. D'accord. Donc, il y a toute une stratégie, il y a de la sécurité. Voilà. Ok, et généralement, ça dure combien de jours? Ça dure normalement une journée. Maintenant, et très souvent avec l'affluence qu'il y a, en moins de 4 heures de temps, on n'a plus rien dans la boutique. Ah, waouh. Ça veut dire qu'il y a de l'engouement autour. Oui, il y a de l'engouement. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Entre vendeurs de friperies, est-ce que vous avez un cadre d'échange, par exemple, pour discuter peut-être des nouvelles opportunités ou quoi, je ne sais pas trop? Pour le moment, il n'y a pas de cadre d'échange. D'accord. Parce que c'est un domaine qui est embryonnaire. Oui. C'est maintenant que il y a un boom. Ok. Mais nous sommes en pleine réflexion de créer un cadre d'échange. Et comme socle de ce cadre d'échange-là, on a pour projet de faire un festival. Et ça sera le premier festival de friperie. D'accord. Voilà, on va commencer par un panel. D'accord. Pour surtout être unis. Partager ce que c'est que la friperie. Partager les opportunités que ça présente. Et surtout, essayer de démystifier ceux qui ont des préjugés. Par rapport à la friperie. Par rapport à la friperie. Ok. À l'issue de ça, il y aura une rue marchande où tous les acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans le domaine de la friperie, vont exposer leurs vêtements et il y aura des festivaliers. Et à la fin de l'événement, nous aurons un défilé de mode de vêtements friperie. Wow. Voilà. Donc disons que c'est ce qu'on prépare. Okay. Et on va se donner le courage de réunir tout le monde et aussi de partager ensemble ce qu'on a comme difficulté. Ok. Voilà. Je constate que c'est une vision qui veut carrément révolutionner le secteur de la friperie. Est-ce que ça ne gâte pas entre griffes le marché de ceux qui vendent des pains ou des tailleurs et autres? Non, nous ne sommes pas là pour impacter le marché des différents domaines, que ce soit du prêt-à-porter, que ce soit de la production locale. Aujourd'hui, moi, je porte par exemple une création. Ça ne signifie pas que je ne porte pas de la friperie. Oui. Mais si je rentre chez moi, je ne peux pas dormir avec ça. Je suis désolé, il va me falloir un t-shirt. Ok. Peut-être que je n'ai pas suffisamment pour payer ça en prêt-à-porter. Mais cela ne signifie pas aussi que quand j'aurai suffisamment, je vais peut-être me faire plaisir en payant. Et la friperie est là pour combler ce vide-là. D'accord. Voilà. Donc c'est juste créer sa place à la friperie en fait. Exactement. Ok. Merci Lionel d'avoir été des nôtres. Merci. On vous souhaite beaucoup de succès dans votre activité. Et quant à vous, fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de You Speak Up. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur RDI.